comment s'organise territorialement parlant la protection de l'enfance sur le département de l'Eure. Le deuxième point, c'est quelle politique le Conseil général de l'Eure a-t-il voulu impulser tant auprès de ses acteurs internes que du partenariat institutionnel et associatif. Et le troisième point, c'est encore quelques zones d'incertitude, des points d'interrogation et ce qui reste d'évidence à travailler dans notre domaine. Le département de l'Eure a une population assez jeune puisque les 0-24 ans représentent un peu plus de 32% de la population euroise. Et c'est donc une bonne raison pour mettre l'accent sur la politique jeunesse, dont celle de la protection de l'enfance, bien évidemment. Les familles monoparentales, dont les femmes sont les chefs de famille à plus de 82%, représentent aussi 12% des familles du département. Donc le Conseil général, comme tous les conseils généraux, assume l'ensemble de ses responsabilités et prérogatives réparties sur différentes délégations. Nous sommes près de 2000 agents au Conseil général de l'Eure. Et la délégation sociale qui gère tout le champ de l'action sociale depuis la protection de l'enfance jusqu'aux personnes âgées en passant par les personnes handicapées, le domaine de l'insertion, et la délégation la plus importante du Conseil général, la direction enfance-famille, avec un pôle aide sociale à l'enfance dont j'ai la responsabilité, qui regroupe la cellule de recueil d'informations préoccupantes, un service particulier qu'on a appelé la mission accueil enfants confiés et qui a un rôle assez central à l'égard des maisons d'enfants à caractère social et des lieux de vie également, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Il y a le pôle adoption également et donc toute la gestion des archives et de l'accès des usagers à leurs origines personnelles, donc la consultation de leur dossier. Au niveau de la direction enfance-famille, toujours un service avec une mission de tarification. Donc, j'ai une collègue qui est éducatrice spécialisée de formation qui a fait aussi celle de tarification, mais ça lui donne un regard assez particulier aussi sur l'activité des maisons d'enfants. Et au-delà de la gestion des gros sous, donc là où on est dans le dur du sujet, elle a aussi une optique particulière pour aider, je pense, les maisons d'enfants à aller dans le sens des projets qu'ils veulent bien soumettre au Conseil général. La prévention spécialisée n'est pas, à l'échelle du département, totalement intégrée à la direction enfance-famille, sur une unité territoriale seulement. Et il y a le rattachement fonctionnel à la direction enfance-famille du foyer de l'enfance, qui, comme vous l'a dit Madame Léger ce matin, a une capacité d'accueil de 120 places. Donc le rôle du pôle aide sociale à l'enfance à la direction enfance-famille agit à l'échelle des 4 unités territoriales. En fait, il y a ces services centralisés, il n'y a pas de déclinaison, il n'y a pas 4 CRI puisque le département est donc bien découpé en 4 unités territoriales d'action sociale et mon rôle est d'essayer de réduire la différence des pratiques entre ces 4 territoires que sont ces 4 unités territoriales, puisque la territorialisation, c'est aussi ce risque-là d'être dans une divergence des façons de faire et de créer de l'inéquité aussi entre les territoires. L'aide sociale à l'enfance est incarnée en fait par des inspecteurs enfance-famille, donc, qui sont sous la responsabilité d'un directeur d'unité territoriale. Donc, la particularité de notre organisation, il y a 2 services ASE en quelque sorte. Celle que je viens de vous exposer au niveau de la direction enfance-famille, qui a un lien fonctionnel avec les inspecteurs enfance-famille, qui sont, eux, le pilote en matière de protection de l'enfance, mais à l'échelle seulement d'une unité territoriale. Donc ces inspecteurs enfance-famille ne travaillent pas tout seuls, évidemment. Ils ont une équipe administrative. Et à leur côté, une psychologue ou un psychologue, à vrai dire,
Sur ces 4 unités territoriales, seule celle d'Évreux qui est surdimensionnée par rapport aux 3 autres, donc tout est multiplié par 2. Il y a donc 5 inspectrices, je le dis au féminin parce qu'il n'y a que des femmes chez nous. Donc à côté de l'inspecteur enfance-famille, un cadre socio-éducatif qui dirige l'équipe de travailleurs sociaux qui interviennent tant au niveau des mesures d'action éducative à domicile que du suivi du placement des enfants qui sont confiés à des assistants familiaux. Donc l'inspecteur enfance-famille, c'est bien celui qui a un pouvoir décisionnel concernant les enfants. Donc l'inspecteur prend évidemment toutes les décisions dans son champ de compétences, donc des admissions des enfants à l'aide sociale à l'enfance. C'est lui qui est l'interface du magistrat lorsqu'un enfant est confié en protection judiciaire, et c'est lui qui prend toute mesure qu'il estime nécessaire concernant un mineur. Les assistants familiaux, ce sont des acteurs aussi importants sur le département. On en a recruté à ce jour environ 450, puisque ce seuil peut varier en fonction des admissions. Et puis, il y a bien évidemment le partenariat associatif. Donc, à l'échelle du département de l'Eure, ce qui est assez intéressant, c'est que le partenariat est actif, mais il n'est pas trop nombreux aussi. Donc, on est malgré tout un petit département, ce qui permet d'avoir des échanges et une relation de réelle proximité. Donc, association de milieux ouverts, maisons d'enfants et lieux de vie. Les magistrats, donc 4 juges des enfants sur le département, 4 juges pas mal débordés, des cabinets qui ne manquent pas d'activité. De même, pour les substituts des mineurs, il y en a 2, avec peut-être pas une particularité eurroise, mais quand même un turnover des magistrats relativement conséquent, pour les parquetiers en particulier, ce qui ne simplifie pas les choses quand on veut essayer d'instaurer une politique en continuité. La protection judiciaire de la jeunesse, donc avec cette grande réforme qui a traversé cette institution, donc il n'y a plus de représentation dans le département de l'Eure, puisque la direction territoriale est sur Rouen, donc en Seine-Maritime. Et enfin, partenaire conséquent aussi pour la protection de l'enfance, c'est l'éducation nationale. Donc c'est vrai que ce partenariat, quand je dis qu'il est dynamique, c'est une réalité aussi. Il s'exerce au travers d'une collaboration constante, au travers de protocoles et de référentiels qui ont été élaborés au fil des années aussi. Si je devais en citer quelques-uns, référentiels de signalement d'enfants en danger qui a été signé de façon multi-partenariale et de façon inter-institutionnelle. Une convention avec la justice relative aux mineurs isolés étrangers. Autre protocole sur l'accueil 72 heures, puisque là c'est non pas un épiphénomène, mais avec la loi de 2007 qui a permis à l'aide sociale à l'enfance d'accueillir des mineurs sans le consentement de leurs parents. Donc il y a eu une montée assez conséquente de l'accueil de mineurs dans ces circonstances. Le contexte du médico-social sur le département, je dirais que le département est plutôt mal loti de ce point de vue-là, coincé entre la région parisienne et puis la Seine-Maritime qui est un peu mieux dotée que nous aussi. L'ARS a engagé et a obtenu les résultats d'une enquête qu'elle avait confiée au CREAI, donc qui est relative aux ITEP de Haute-Normandie, donc Seine-Maritime et Eure. Elle vient de rendre ses conclusions. Donc cette enquête s'est appuyée à la fois sur les 2 maisons départementales des personnes handicapées, sur les 2 conseils généraux aussi, et sur l'ensemble des établissements concernés. C'est ça de compris. Donc
on savait très bien qu'il y avait un déséquilibre assez flagrant entre les deux départements. Au moins, cette étude a permis de le mettre réellement en évidence, au détriment de l'Eure, vous l'aurez bien compris. Sur les quelques préconisations qui ont été adressées par l'ARS, elles se basent avant tout sur le développement d'une offre d'insertion professionnelle pour les 14-18 ans, ce qui manque cruellement. C'est la révision aussi des agréments des établissements par rapport à la tranche d'âge, parce que, pour exemple, il n'y a pas d'ITEP pour les jeunes filles, pour les adolescentes dans l'Eure. Donc, on ne peut s'adresser qu'à un seul ITEP en Seine-Maritime, ce qui réduit énormément les possibilités d'admission pour cette jeune fille. Donc il y a quand même bon nombre de décisions prises en CDAPH qui ne sont pas appliquées faute de place. L'ARS souhaiterait qu'il y ait une meilleure coopération et un coportage aussi de ces situations extrêmement complexes. Alors au travers d'une nouvelle instance, enfin pour nous c'était assez nouveau puisque ça ne s'est mis en place que depuis un an, qui a un drôle de nom, ça s'appelle le GOLC, Groupe opérationnel local de coopération, qui regroupe en fait des têtes pensantes. Donc on essaye de se mettre à plusieurs pour réfléchir aux solutions qui pourraient être proposées à ces jeunes. Donc ce GOLC a pour vocation d'essayer d'obtenir de chacune de ces instances une contribution, une petite contribution pour essayer de faire quelque chose et de surtout faire remonter les nécessités auprès de l'ARS. Alors, sur la déclinaison un peu plus fine sur le département, ce qu'on a appelé, nous, la territorialisation de l'aide sociale à l'enfance, ça s'est engagé en 2005. Donc, pour se finaliser en 2006, les inspecteurs enfance-famille étaient préalablement tous en site central et donc il y a eu cette volonté des élus de mettre le décideur au plus près de l'usager, d'où le départ des inspecteurs enfance-famille sur les unités territoriales d'action sociale. Donc la relation à l'usager est un élément clé de la politique du Conseil général de l'Eure. Et dans sa démarche qui s'intitule « Construisons ensemble », donc qui a été mise en œuvre en 2011, le président du Conseil général souligne cette volonté de mieux relier les Eurois entre eux, de mieux relier les Eurois à leur territoire et de favoriser encore davantage les liens intergénérationnels et la mixité sociale. Donc tous les acteurs à la fois internes et qui gravitent autour du Conseil général ont cette philosophie aussi dans l'esprit et tous les projets convergent aussi vers cet axe, vers cette idée-là. Donc un bilan a été fait en 2013 à propos des effets de la territorialisation de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce que ce pari-là a été gagné ? Tout comme la décentralisation, pour le moment, appréciation encore un petit peu mitigée, en ce sens où l'accent reste à mettre, un équilibre reste à trouver, il se cherche encore entre les directions ressources, donc telle ma direction, qui doit venir en appui auprès des territoires ou gérer ces missions à l'échelle départementale, et puis les contours des responsabilités aussi inhérentes à ces territoires. Donc là, il y a eu des changements encore organisationnels, un resserrement de ces directions ressources. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir faire des bilans régulièrement aussi et pouvoir réadapter les organisations en conséquence. Mais l'effet assez immédiat que l'on a rapidement repéré, ça a bien été une réelle divergence dans les pratiques professionnelles et l'approche de l'usager, justement. Donc, au bout de 2-3 ans après la territorialisation, il a été demandé aux directions ressources d'à nouveau fédérer et d'harmoniser les pratiques pour qu'il n'y ait pas
4 États dans l'État, puisque ça risquait de revenir aussi à cela.